Bonjour à toutes et à tous, je suis Benouz, et aujourd'hui j'ai envie de vous lire un livre que je trouve passionnant, que voici. Il s'appelle Zelda et la philosophie, et comme son nom l'indique, il traite de grandes thématiques philosophiques telles que le temps, la mort ou encore la quête de sens, à travers l'univers des jeux The Legend of Zelda. Il y a une vingtaine de chapitres, donc je comptais faire un chapitre par vidéo, et donc commencer aujourd'hui par le chapitre 1 qui s'appelle « Pourquoi nous soucier que Link sauve la princesse ?» C'est parti. Chapitre 1 « Pourquoi nous soucier que Link sauve la princesse ?» Donc ce chapitre a été écrit par Jonathan Fromm. Quand vous jouez à The Legend of Zelda, Wind Waker, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi vous ressentez une telle fierté quand vous battez le boss de fin, Ganondorf. Il vous a fallu jouer des heures pour en arriver là, et votre victoire vous aura demandé une immense maîtrise. Vous ne pouvez pas simplement marteler les boutons et compter sur des combos faciles. Il vous faut maîtriser les mouvements de Link à la perfection, toutes ses attaques spéciales, et utiliser habilement votre bouclier pour faire dévier les flèches de lumière. Quand Ganondorf tombe enfin, tandis que les dernières cinématiques défilent sous vos yeux, vous vous remémorez peut-être votre première leçon de combat avec Orca, qui apprend à Link le maniement de l'épée, et en même temps apprend aux joueurs à utiliser la manette lors des combats. À cette époque, vous n'auriez pas su vous dépêtrer d'un groupe de chouchous verts, et à présent, vous voilà un expert au combat. Vous avez réussi quelque chose, et vous avez toutes les raisons d'être satisfait de votre performance. Il vous reste sans doute quelques impressions sur le jeu en lui-même, et en dehors de votre performance. Beaucoup de gens l'ont critiqué pour ses graphismes en cel shading, mais peut-être que vous, ils vous ont plu. Ils sont simples, et pourtant séduisants à leur façon. Le style cartoonesque des personnages n'a rien de réaliste, mais il permet de faire ressortir efficacement leurs expressions. Quand Tetra tire sur Link à l'aide d'un canon depuis la forteresse maudite, les graphismes permettent d'apprécier le côté absurde de la situation et son air abasourdi. Par ailleurs, le jeu n'est pas exempt de faiblesses. La navigation est assez ennuyeuse, il faut le dire. Au début, il est assez plaisant de voguer sur les flots à la recherche de trésors cachés, mais au fil du jeu, les minutes passées entre chaque île paraissent des heures. De tels choix de design de la part des créateurs du jeu déclenchent bien souvent des émotions telles que le mépris ou admiration. Il y a cependant un domaine dans lequel vos sentiments à l'écart de Wind Waker sont plus difficiles à expliquer. D'une certaine manière, vous réagissez au jeu comme s'il représentait la réalité. Vous vous souciez de Link et de Zelda comme s'il s'agissait de personnes. Vous vous souciez de leur histoire et des épreuves qu'ils subissent. Vous voulez qu'ils réussissent, alors bien sûr, vous dirigez Link à travers Hyrule, parce que vous voulez surmonter les défis que le jeu vous tend, mais cela n'explique pas pourquoi vous êtes triste de voir Link quitter sa grand-mère sur l'île de l'Aurore pour partir à la recherche de sa sœur Ariel, ni pourquoi vous êtes ému quand Ariel offre à Link son télescope pour son anniversaire. Plus loin dans le jeu, survient un retournement de situation concernant Tetra. Vous n'êtes pas surpris parce que cette révélation modifie votre stratégie de jeu, vous êtes surpris parce que Tetra n'est pas celle que vous croyez. C'est le développement du personnage qui vous surprend, pas le fonctionnement du jeu. Vous pouvez éprouver de la peur face à certains monstres du jeu. Sur l'île du dragon, vous affrontez Goma, un énorme scorpion cracheur de feu. Lorsque vous entrez dans la dernière grotte, une cinématique se déclenche et vous voyez Goma se dresser lentement de toute sa hauteur, dominant Link, et vous pensez « ça va mal finir ». Vos yeux s'écarquillent et votre rythme cardiaque accélère légèrement quand vous regardez ce terrible adversaire. Vous pouvez également ressentir des émotions plus subtiles au cours du jeu. Un sentiment de majesté peut vous parcourir lorsque vous jouez les airs de la baguette de vent, et voyez le vent changer brusquement de direction et souffler près de Link avec force. Ce sentiment ne naît pas du fait que vous pouvez à présent naviguer plus rapidement vers la prochaine île, il vient de l'animation et de la musique de cette courte scène qui résume à eux seuls tout l'émerveillement et le respect que nous imposent les forces de la nature. Ce n'est pas sans raison que nous sommes heureux quand nous terminons le jeu, ou admiratifs envers le game design. Le jeu est un vrai jeu. Les graphismes sont de vrais graphismes. En revanche, il n'existe pas de vrai héros nommé Link, ni de vraie princesse nommée Zelda. Goma n'est pas dangereux dans la réalité, et aucun vent majestueux ne souffle vraiment sur Hyrule. Nous réfléchissons rarement à cette dichotomie, car nous sommes habitués à être spectateurs de divertissement et de fiction. Nous nous soucions des personnages, et ce constat n'est qu'une composante parmi d'autres de notre rapport aux médias. Pourtant, il y a là quelque chose de profondément étrange.
Pourquoi se soucier de personnes qui n'existent pas ? Nous avons l'habitude d'être effrayés par des ennemis dans les jeux vidéo. La simple vision d'un élite d'or dans Halo peut vous faire bondir de terreur. Pourquoi ? Vous savez bien qu'il ne peut pas vraiment vous faire de mal. Vous croyez vraiment que Zelda tue Ganondorf ? Il est d'usage que les théories permettant de comprendre pourquoi nous réagissons à des personnages fictionnels commencent par quelques notions de base sur les réactions émotionnelles aux événements réels. Imaginez un événement potentiellement chargé d'émotions dans la vraie vie. Imaginez que vous êtes sur un salon de jeux vidéo et que vous avez acheté un ticket de tombola. Le gros lot est un ensemble home cinéma d'une valeur de 50 000 $, comprenant des consoles dernière génération, un immense téléviseur, un équipement stéréo dernier cri et une dizaine de jeux. Vous écoutez les numéros gagnants qui sont en train d'être annoncés. Chiffre après chiffre, les numéros correspondent, et le dernier numéro, le 15, est bien le dernier numéro sur votre billet. Vous avez remporté le gros lot. Vous êtes surexcité. Vous n'arrivez pas à croire à tant de chance. Vous commencez à réfléchir à comment agencer tout cela dans votre appartement. Alors que les chiffres sont répétés, vous réalisez que ce que vous aviez pris pour un 15 était un 5. Vous n'avez rien gagné. Vos émotions incroyablement positives sont vite remplacées par un fort sentiment de déception. De tels scénarios suggèrent que nos émotions sont basées sur notre perception du monde. Vous étiez sur un nuage, tant que vous croyiez avoir gagné le gros lot, et quand finalement vous avez cru perdre, vos émotions positives ont disparu. L'idée que la croyance est essentielle à l'émotion souligne ce que l'on appelle parfois le paradoxe de la fiction. Nous nous soucions de personnages en lesquels nous ne croyons pas. Quand vous jouez à Wind Waker, vous ressentez de la sympathie envers certains personnages non jouables, comme l'arbre Mojo. Si vous êtes captivé par l'histoire, vous êtes heureux de voir enfin Link abattre son épée sur la tête de Ganondorf, et à la fin du jeu, vous ressentez un mélange de tristesse et de satisfaction quand Link quitte l'île de l'Aurore, pour de bon, et met le voile à bord du bateau pirate de Tetra. Cependant, vous ne croyez pas vraiment qu'un arbre Mojo existe, ou ait jamais existé. Vous ne croyez pas qu'un garçon nommé Link quitte un lieu appelé l'île de l'Aurore, et vous ne croyez pas que le jeu relate des événements réels. Vu que tout cela a été inventé, comment est-il possible de ressentir une émotion ? Dès que vous cessez de croire que vous avez remporté le gros lot, votre bonheur disparaît. Pourquoi vos émotions ne disparaissent-elles pas quand vous réalisez que vous ne croyez pas en l'existence des personnages de Wind Waker ? Cela semble pourtant si réel. Plusieurs théories philosophiques ont été avancées pour expliquer ce paradoxe apparent. La plus courante explique que lorsque nous sommes spectateurs d'une fiction, nous effectuons une opération mentale appelée « suspension volontaire de l'incrédulité ». Expression utilisée pour la première fois en 1817 par le poète Samuel Taylor Coleridge. Selon cette théorie, nous avons des réactions émotionnelles à Wind Waker parce que nous croyons temporairement en sa vraisemblance. Dès lors que nous suspendons notre incrédulité, nous oublions que le Bokobaba devant nous n'est pas une vraie plante carnivore. Ce principe est parfois appelé la théorie de l'illusion, car il suggère que nous sommes dans l'illusion que ce que nous voyons est vrai. Cette approche comporte cependant un vrai défaut. Nous n'agissons pas comme si nous croyions vraiment que les événements devant nous étaient en train de se produire. Quand nous lançons une fleur-bombe pour faire exploser un rocher sur l'île du Dragon, nous n'éloignons pas notre GameCube de la télé pour éviter qu'elle ne subisse la déflagration. Quand nous voyons Ariel se faire capturer par un oiseau géant, nous n'appelons pas la police pour signaler un enlèvement. Notre incrédulité n'est jamais vraiment suspendue. Nous sommes toujours plus ou moins incrédules face aux événements qui se déroulent à l'écran. Autrement, nous y réagirions comme nous réagissons aux faits réels. Les défenseurs de la théorie de l'illusion peuvent arguer que la suspension d'incrédulité ne signifie pas que nous croyons en l'existence des événements du jeu. Cela indique simplement que nous suspendons toute forme de crédulité quant au degré de vraisemblance du jeu. Nous ne sommes ni crédules ni incrédules. Cette réponse peut permettre de contrer l'objection selon laquelle nous ne réagissons pas comme si le film était vrai, mais elle n'est pas entièrement satisfaisante. Si les émotions dépendent de notre croyance, pourquoi une personne qui ne croit pas vraiment que les événements de Wind Waker sont réels ressent-elle malgré tout des émotions envers ces mêmes événements et personnages du jeu ? Pensez à la grand-mère de Link. Noël Carroll suggère que la théorie de l'illusion est basée sur le postulat erroné que nous avons besoin de croire en l'existence de quelque chose afin d'y apporter une réponse émotionnelle. Il affirme quant à lui que les émotions peuvent au contraire naître de simples pensées
et propose ce qu'il appelle la théorie de la pensée. En guise d'exemple, il nous propose d'imaginer que nous nous tenons au bord d'un précipice. Il n'y a aucun risque pour que nous ne tombions dans le vide, nos pieds sont fermement ancrés dans le sol. Il n'y a pas de vent, et nous n'avons pas l'intention de sauter. Mais si, avec toute la puissance de notre pensée, nous y... Sérieux, Cyril, là ? Ça le fout, va. Il n'y a pas de vent, et nous n'avons pas l'intention de sauter. Mais si, avec toute la puissance de notre pensée, nous imaginons passer par-dessus bord, chuter et heurter le sol, nous pouvons ressentir une peur réelle. Nous avons peur non pas parce que nous croyons être dans une situation dangereuse, mais par la simple pensée qu'il puisse arriver quelque chose de grave. Carroll relève par ailleurs que lorsque quelque chose nous dérange émotionnellement, nous tentons souvent de ne pas y penser, ou de dévier notre attention afin de réduire l'impact émotionnel. D'après la théorie de la pensée, nous sommes tristes quand Link quitte l'île de l'Aurore, car l'idée d'un jeune garçon quittant sa grand-mère pour s'engager dans une mission périlleuse et potentiellement mortelle est triste. Nous sommes heureux quand nous sauvons Dumoria et la ramenons sur l'île des forêts, car l'idée de ramener un Korogu perdu auprès des siens est agréable. Mais ces explications peuvent paraître à certains un peu vides. Lorsque nous imaginons être tués, de la façon la plus nette possible, l'émotion se crée, car nous construisons de manière consciente une image frappante dans notre esprit. Sans cette forme de visualisation, il ne se crée pas de réaction émotionnelle forte à ce scénario. Mais alors, si nos pensées n'engendrent de réponse émotionnelle que lorsque nous les visualisons, cela n'explique pas pourquoi vous réagissez à Wind Waker, car vous ne visualisez pas le monde du jeu au moment où vous jouez. Vous n'avez pas besoin de le faire, puisque vous le voyez à l'écran. De fait, il est même très difficile de jouer à un jeu vidéo tout en visualisant autre chose. De plus, certains événements déclencheurs d'émotions, tels qu'un monstre qui apparaît subitement devant vous, surgissent trop rapidement pour que vous ayez le temps de former des pensées conscientes. La théorie de la pensée n'explique donc pas en quoi voir des images fictionnelles sans réfléchir consciemment aux situations de jeu peut créer de l'émotion. Imaginons que nous voulons tuer Ganondorf. Une troisième théorie tente de résoudre le paradoxe de la fiction. Il s'agit de la théorie du faire semblant, soutenue par le philosophe Kendall Walton. Son approche concerne plus généralement notre façon d'interagir avec l'art, mais elle est applicable aux jeux vidéo, comme à la peinture ou au cinéma. La théorie du faire semblant est plus plausible que son nom le laisse à penser, et constitue un cadre principal sur lequel s'appuient les philosophes pour débattre d'œuvres d'art. Walton soutient qu'interagir avec une forme d'art figuratif, c'est comme jouer à faire semblant chez les enfants. Il explique qu'au jeu du faire semblant, les enfants utilisent des accessoires afin d'imaginer des scénarios fictionnels. Par exemple, Tom et Jane peuvent jouer à faire semblant d'être Link et Tetra. Tom saisit un bâton et l'agite comme s'il s'agissait d'une épée. Jane prend un tube en carton et regarde à travers comme si c'était un télescope. Le bâton et le tube sont les accessoires qu'ils utilisent pour jouer à faire semblant. D'après Walton, par leurs actions, Tom et Jane s'autorisent l'un et l'autre à imaginer certains événements dans leur jeu. Jane peut tendre le tube à Tom, pointer le doigt vers une maison et dire « Nous approchons de Mercantile !» Ces actions suggèrent à Tom qu'il est censé faire semblant que la maison est un lieu appelé Mercantile. Walton affirme que le fait d'utiliser des accessoires pour jouer à faire semblant est du même ordre que venir se confronter à une œuvre d'art. Il pense même que l'analogie est si forte qu'il faudrait voir dans notre rapport aux fictions une forme du jeu faire semblant. Lorsque nous jouons à un jeu vidéo, les images et les sons du jeu sont des accessoires, au même titre que le bâton et le tube du jeu d'enfant. Le joueur est autorisé par ces images et ces sons à imaginer les caractéristiques du monde fictionnel de ce jeu de simulacre. Quand vous jouez à Wind Waker et voyez l'image du lion rouge parlant à Link, vous êtes autorisé à faire semblant qu'un bateau magique doué de paroles existe bien. Ces images vous autorisent à faire semblant que ce bateau existe, comme les actions de Jane ont autorisé Tom à faire semblant qu'ils approchaient de Mercantile. Imaginez que vous entrez dans une pièce où votre ami joue à Wind Waker et voyez Link naviguant sur l'océan. Vous dites « Ah, tu as enfin trouvé le bateau !» Vous ne croyez pas que ce que vous regardez est un vrai bateau. Vous savez bien que vous avez en face de vous des faisceaux lumineux sur un écran. Et pourtant, vous en parlez comme d'un bateau. Selon la théorie du faire semblant, votre commentaire indique que vous faites semblant de voir un bateau, bien que vous sachiez pertinemment que ce n'en est pas un. Walton s'appuie sur cette théorie afin d'expliquer pourquoi l'art génère des réponses émotionnelles. Il décrit Charles, qui regarde un film d'horreur avec un terrifiant monstre visqueux.
Pendant le film, quand la chose s'approche de l'écran, Charles hurle. Plus tard, Charles dira qu'il a été terrifié par le monstre visqueux. Pour Walton, Charles ne peut pas vraiment être terrifié par la chose, car il sait que la chose ne peut pas vraiment lui faire du mal. Au lieu de cela, poursuit Walton, Charles imagine qu'il est effrayé par le monstre visqueux. Charles joue à un jeu de faire semblant dans lequel il imagine que la chose existe, qu'elle vient vers lui, qu'il court un grand danger, et qu'il a peur de la chose. Pour lui, agir comme s'il était aussi effrayé que s'il était réellement en danger fait partie du jeu de faire semblant. Mais d'après Walton, l'émotion de Charles ne transparaît pas uniquement dans ses actions. Charles ressent aussi de la peur. La réaction de Charles, que Walton désigne sous le nom de fausse peur ou quasi-peur, équivaut à une peur réelle. La notion de faire semblant ne renvoie pas à une absence d'émotion réelle, mais au fait que Charles est en train d'imaginer qu'il est en danger et non de croire qu'il est en danger. Walton, qui admet que les spectateurs d'un film vont souvent ressentir des choses qu'ils n'ont pas choisi d'éprouver, décrit ces émotions du faire semblant comme involontaires. Vous faites semblant de ressentir ces émotions, que vous le vouliez ou non. La théorie de Walton fournit une explication cohérente au paradoxe de la fiction. Nous sommes heureux lorsque Link vainc Ganondorf, non pas parce que nous croyons vraiment qu'il vient de sauver Hyrule, mais parce que nous faisons semblant. Tout comme nous utilisons les images lumineuses à l'écran pour imaginer qu'il existe un héros appelé Link et qu'il a vaincu un méchant nommé Ganondorf, nous utilisons ces images pour faire semblant que ces événements nous rendent heureux. Cette réaction a tout d'une vraie émotion, mais elle n'en est pas une, car elle est provoquée par une situation fictionnelle. C'est en tout cas ce que tend à démontrer cette théorie. Les problèmes du faire semblant. Malheureusement, la théorie du faire semblant n'est pas une bonne solution au paradoxe de la fiction. Noel Carroll critique cette théorie en avançant que si Charles fait juste semblant d'avoir peur du monstre visqueux, alors il devrait être capable de cesser de faire semblant et de reprendre à son gré, car faire semblant est une activité volontaire. L'un des fondements du jeu symbolique est que la personne qui joue choisit en toute conscience de traiter une chose pour ce qu'elle n'est pas. Quand Tom fait semblant que le bâton est une épée, il le fait par choix. L'idée que Charles puisse faire semblant involontairement semble dépasser les limites de la notion du faire semblant. Walton se voit forcé d'admettre que la peur de Charles pour faire semblant est involontaire, car la plupart des lecteurs et des spectateurs ne font pas volontairement semblant de ressentir des émotions lorsqu'ils lisent un livre, regardent un film ou jouent à un jeu vidéo. Ce constat met en valeur la grande différence qu'il existe entre le jeu d'enfant du faire semblant et le jeu vidéo. Walton prétend que lorsque vous jouez Link sur son bateau, vous faites semblant que l'image que vous percevez à l'écran est un bateau. Pourtant, il est quasiment impossible de ne pas voir l'image du bateau. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de faire semblant et décider de ne voir qu'un tas de pixels. A l'inverse, Tom et Jane peuvent arrêter à tout moment de faire semblant d'être Link et Tetra. Il leur suffit d'arrêter de faire comme si le bâton était une épée et le tube de carton un télescope. Tom et Jane ont également beaucoup plus de liberté dans leur jeu du faire semblant que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Ils choisissent comment ils vont utiliser les accessoires dans leur monde fictif. Tom peut décider que le bâton est une épée, ou bien une lanterne, ou bien un bâton sauteur. Chacun de ces choix fonctionnera dans le contexte de son monde imaginaire. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous n'avez pas ce degré de liberté. Bien sûr, les jeux vidéo offrent beaucoup plus d'interactions que les supports traditionnels, tels que les films ou les livres. Vous pouvez choisir comment déplacer votre personnage, et dans certains jeux vidéo, à quoi va ressembler votre personnage. Mais vos choix sont limités. Si vous entrez dans la pièce quand votre ami joue à Wind Waker et déclarez « Hey, tu as enfin trouvé la sucette géante !» il vous prendrait juste pour un fou. De plus, lorsqu'ils jouent à faire semblant, les enfants peuvent faire usage de leurs accessoires de manière différente. Jane peut faire comme si son tube en carton était un télescope, mais un autre enfant pourra le prendre et faire comme s'il s'agissait d'un mégaphone. Dans les jeux vidéo, les joueurs ne peuvent pas faire cela. Lorsque vous appuyez sur B, Link frappe à l'épée. La même chose se produit pour tous ceux qui jouent au jeu. Vous n'êtes pas vraiment libre de faire semblant qu'en appuyant sur B, Link fait le poirier. Alors pourquoi tous les joueurs font-ils semblant de la même chose, alors que les enfants avec un tube en carton, non ? À bien des égards, le faire semblant ne semble pas être la bonne approche. Pourquoi avons-nous peur de Goma ? Aucune de ces trois théories ne semble satisfaisante pour répondre à la question posée en début de chapitre. Plutôt, je vous ai demandé pourquoi nos yeux s'écarquillent et nos cœurs s'emballent quand nous voyons Goma, le scorpion cracheur de feu, se dresser au-dessus de nous. Nous ne quittons pas l'écran en courant, donc la théorie de l'illusion fait erreur lorsqu'elle prétend que nous croyons, l'espace d'un instant, que Goma est réellement dangereux.
Nous sommes davantage effrayés par les véritables monstres que par la pensée des monstres. Ainsi, la théorie de la pensée ne suffit pas à expliquer ce phénomène. Et si cette peur entraîne involontairement une accélération de notre rythme cardiaque, cette émotion ne peut guère être considérée comme un simulacre d'émotion. Le principal défaut de ces trois théories, c'est qu'elles caractérisent l'esprit de façon implicite comme homogène et n'évoquent que l'esprit conscient dans leur approche. Sous couvert des concepts tels que l'imagination et la pensée, ces chercheurs passent sous silence la grande variété de l'activité mentale et les nombreux processus inconscients qui font partie de nos réponses émotionnelles face à l'art. Selon la théorie de l'illusion, si nous avons des réactions émotionnelles quand nous sommes confrontés à une œuvre d'art, c'est donc que nous croyons en l'observant qu'elle est réelle. L'hypothèse est que notre jugement conscient envers cette œuvre doit correspondre parfaitement à notre réponse émotionnelle. La théorie du faire-semblant affirme quant à elle que nous savons que l'œuvre d'art n'est pas réelle, ainsi nos réponses émotionnelles participent forcément du faire-semblant. Là encore, l'idée est que les réactions émotionnelles sont basées sur la croyance et doivent correspondre avec nos jugements conscients. La théorie de la pensée suggère que nous avons des réponses émotionnelles à l'art comme à la réalité, car les deux génèrent des pensées ou des idées à la puissance évocatrice. Si l'on ne peut nier cet état de fait, cette théorie n'explique pas pourquoi nous réagissons différemment à l'art et à la réalité, et ne traite pas du rôle de l'activité mentale inconsciente. Cette théorie n'offre pas de solution à cette question, à savoir pourquoi nos réactions à l'art sont en partie, mais pas totalement les mêmes que nos réactions à la vie réelle. Un esprit à plusieurs niveaux. L'idée que l'esprit n'est pas uniforme, mais constitué de plusieurs aspects potentiellement en concurrence les uns avec les autres, remonte au moins à Platon, qui proposait dans La République son modèle de l'âme. Platon note que l'on peut avoir soif, et pourtant ne pas boire, et que certains peuvent trouver du plaisir dans leur souffrance. Il évoque également Léontios, qui est révulsé par des cadavres pourrissants, mais ne peut s'empêcher de vouloir les regarder. Platon en conclut que l'esprit, ou l'âme comme il l'appelle, doit être composé de plusieurs parties, chacune motivée par des désirs différents. Les sciences cognitives, qui définissent le cerveau comme un support de traitement d'informations, ont développé l'idée que l'esprit est composé de plusieurs systèmes, en partie à travers la notion de modules mentaux décrite par Jerry Fodor dans La modularité de l'esprit. Fodor suggère que nos esprits renferment un grand nombre de modules spécialisés qui traitent les informations de façon cloisonnée, sans recevoir de réponse de la part d'un système central supérieur. Une illusion d'optique permet d'illustrer ce procédé. Paf. Sur ce dessin, les lignes diagonales sont parallèles, bien qu'elles n'en aient pas l'air. Si nous utilisons une règle, nous pouvons nous convaincre qu'elles sont bien parallèles, mais même une fois cette vérification faite, il est impossible pour nous de les voir parallèles. Bien que notre jugement conscient nous dise que les lignes sont parallèles, notre système visuel les perçoit différemment. Cet exemple montre comme deux systèmes mentaux peuvent aboutir à des conclusions contradictoires sur le même objet. L'idée que l'esprit est composé de plusieurs niveaux nous aide à expliquer nos réactions émotionnelles face aux jeux vidéo et à l'art en général. Torben Grodal a émis l'idée qu'il existe d'importantes connexions entre l'art et la psychologie qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe lorsque nous observons une œuvre d'art figurative. D'après lui, lorsque nous percevons quelque chose du monde, nous l'évaluons, peut-être de façon non consciente, afin de déterminer si nous percevons cette chose directement ou bien s'il s'agit d'une représentation de cette chose. Nous pouvons faire la différence entre regarder un bateau, un reflet d'un bateau, un tableau d'un bateau ou un bateau à la télévision. Être en mesure de déterminer si la chose est réelle ou une représentation est ce que Grodal appelle une évaluation globale. Les évaluations globales se distinguent des évaluations locales, qui sont des jugements de niveau inférieur permettant de distinguer si une chose est bleue ou verte, ou si une chose est fixe ou mobile. Les évaluations locales participent des évaluations globales, mais sont plus limitées dans le type d'information qu'elles traitent. La distinction entre évaluation globale et locale n'est pas nette. Ces catégories décrivent un spectre de l'activité mentale. Elles nous aident cependant à comprendre pourquoi nous réagissons à l'art comme nous le faisons. Lorsque nous tentons de déterminer si une chose est réelle ou une représentation, nous effectuons une évaluation globale basée sur une quantité d'informations, y compris les informations traitées en premier lieu via les évaluations locales. Notre jugement final déterminera le statut de réalité de l'objet. Lorsque nous voyons une manette GameCube, nous traitons une grande quantité d'informations à son sujet au niveau local. De quelle couleur est-elle ? Est-elle en 3 dimensions ? Est-ce qu'elle bouge ? Que se passe-t-il si on la touche ?
Nous établissons un jugement sur son statut de réalité. C'est une vraie manette GameCube. Lorsque nous voyons le lion rouge à l'écran en jouant à Wind Waker, nous traitons également une grande quantité d'informations au niveau local. Quelle est sa forme? Projette-t-il une ombre? Si je bouge la tête sur le côté, est-ce que je peux en voir davantage? Nous pouvons également faire appel à des connaissances plus générales. Les bateaux peuvent-ils parler? Les bateaux peuvent-ils se déplacer tout seuls? Nous en tirons la conclusion que le lion rouge n'est pas réel. Nous sommes face à une représentation d'un bateau, pas un véritable bateau. Le statut de réalité étant une évaluation globale, il n'aurait pas de sens de se demander si les objets sont évalués de façon locale comme réels ou non. Une évaluation locale n'est pas une évaluation du statut de réalité. Imaginez le traitement local de détection du mouvement. Le mouvement, au niveau local, n'est pas perçu comme réel ou non réel. Le système qui détecte le mouvement ne voit pas un véritable objet qui bouge, une image qui bouge, un objet fictionnel qui bouge. Il voit simplement un mouvement. Évaluer Zelda. Le même principe s'applique à l'art. Lorsque nous regardons le scorpion cracheur de feu Goma, nous relevons, peut-être inconsciemment, qu'il semble être en 2 dimensions, qu'il émet de la lumière et ne la reflète pas simplement, et qu'il bouge selon un étrange schéma répétitif. Ces évaluations locales viennent nourrir l'évaluation globale, selon laquelle Goma n'est pas un monstre réel, mais une représentation de monstre, et que nous ne sommes pas en danger. Cependant, ces différentes évaluations ne sont pas forcément cohérentes. Quand Goma crache du feu dans notre direction, il est possible que l'on se recule par réflexe. À l'un des niveaux de notre esprit, nous avons vu du feu venir vers nous, et nous avons bougé pour l'éviter. Mais nous n'avons pas quitté la pièce en courant, car à un niveau supérieur, nous savons que nous ne sommes pas vraiment en danger. Pourquoi sommes-nous tristes quand Link quitte sa grand-mère, ou émus lorsqu'Ariel donne à Link son télescope? Parce que telles sont nos émotions dans la vie réelle lorsque nous assistons à ce genre de scène. Bien qu'à un niveau, nous sachions que nous regardons juste des images générées par ordinateur, certaines parties de notre esprit traitent ces interactions humaines comme si nous étions en présence de vraies personnes. Cette compréhension de nos réponses émotionnelles explique un phénomène pour lequel la théorie de la pensée n'offrait pas de solution. Pourquoi est-ce que l'idée de gagner le gros lot lors d'un salon de jeux vidéo ne nous excite pas autant que la victoire en elle-même? Parce que l'idée de gagner peut activer certaines évaluations locales qui déclenchent des sentiments de joie, mais la victoire en elle-même entraîne un plus grand nombre d'évaluations, à la fois globales et locales. Et par conséquent, les émotions sont beaucoup plus fortes. Le statut de réalité d'un événement est un facteur important pour déterminer la quantité et le type d'émotions générées. De la même façon, si vous étiez confronté à un scorpion géant cracheur de feu dans la réalité, vous seriez bien plus effrayé que face à Goma. Il est très naturel de penser que l'on perçoit en totalité notre activité mentale et de croire que l'on agit selon ses croyances. Il est aussi naturel de penser que nos émotions sont basées sur ce que nous croyons. Malheureusement, aucune de ces 2 suppositions n'est vraie. Si l'on part du principe que notre esprit est rationnel et cohérent, le fait d'avoir des réactions émotionnelles face à un jeu vidéo nous amène à des conclusions discutables. Si nos émotions sont basées sur nos croyances, alors nous devons croire que les fictions sont réelles, ou bien que nos émotions ne sont pas réelles, on fait semblant. Ou bien encore, si nos émotions ne sont pas basées sur nos croyances, alors elles s'appuient sur l'idée que l'on a de certaines situations. Mais dans ce cas, comment expliquer que des pensées et la réalité engendrent des émotions différentes? Nous réagissons aux jeux vidéo et aux autres formes d'art, en partie comme s'il s'agissait de représentations, et en partie comme s'ils étaient réels. Différents niveaux dans notre esprit réagissent différemment au même stimulus. Nous savons que Wind Waker est un jeu, et nous sommes heureux quand nous gagnons. Nous savons que tout a été conçu en amont, et nous admirons la plupart des choix du concepteur. Et bien qu'à un niveau supérieur, nous sachions que les personnages ne sont pas réels, certains aspects inconscients de notre esprit l'ignorent et réagissent comme s'ils étaient vrais. Notre esprit non unifié engendre des émotions à plusieurs niveaux, ce qui peut avoir pour résultat une étrange combinaison de sentiments et de comportements. À mesure que les simulations du jeu vidéo se rapprochent de la réalité, l'on peut s'attendre à ce que nos réponses émotionnelles au jeu se rapprochent également de nos réponses à la réalité. Voilà, c'était tout pour ce chapitre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous êtes pris d'une réflexion philosophique ou juste même si ça vous a plu. Et surtout pensez à vous abonner pour pas rater le reste des chapitres, et mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc des bisous et à la prochaine, salut!